Timer. Je démarre. Simon-Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Simon-Pierre va nous faire un exposé de ses recherches depuis 11 dernières années sur la contre-culture. Oui. Alors, on a bien hâte de vous entendre, Simon-Pierre. Toute allusion autobiographique est permise, bien entendu. Oui, d'accord. Alors, on part... d'accord. Alors, de façon tout à fait anecdotique, ma première expérience avec la contre-culture a été faite sans même que je le sache, parce que j'ai grandi en partie dans le réseau des écoles alternatives, qui est un héritage de la contre-culture. Donc, en 5e, 6e année du primaire, j'ai fait partie du réseau des écoles alternatives. Et plus tard, ce qui a vraiment fait la différence, c'était à l'école secondaire. Manquant de choses à lire à la maison, je suis tombé dans l'anthologie de littérature québécoise que mon frère utilisait au cégep. Donc en secondaire 4, alors que tout ce que je connaissais de poésie, bon, c'était Néligan, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, les classiques, les canons qu'on enseigne. Je feuillette et je tombe sur une photo de Denis Vanier avec sa grosse touffe à la Jerry Boulet. Et avec le poème, il l'avait mal titré, il l'avait titré Une photo dynamitée, mais en fait le poème, je l'ai retracé plus tard, c'est Allô Police, qu'il avait lu à la nuit de la poésie 1970. Donc John Sinclair, ministre absolu des White Panthers, a été condamné à 10 ans de prison pour avoir donné 2 joints de marijuana à un arriéré-salle de l'escouade des narcotiques, 10 ans plus que le maximum. Sinclair est une beauté dangereuse, et bon, ça continue. Et à côté, je vois José Yvon, et c'est la première fois que j'ai vu le mot contre-culture apparaître quelque part. Donc j'ai essayé de trouver des recueils, ce qui était difficile parce que bon, beaucoup de recueils des années 70 étaient disparus ou n'étaient pas dans les fonds municipaux. Il a fallu attendre ma première année d'université. Donc quand j'avais 17 ans, je suis entré à l'Université d'Ottawa. Et au 2e semestre, on avait le cours Poésie québécoise et on devait choisir un recueil à analyser, et un sur lequel je voulais vraiment travailler, c'était Lesbienne d'acide de Denis Vanier, qui était dans les œuvres complètes de 80 par VLB et les éditions Parti pris. Et pour moi, au début, la contre-culture, c'est vraiment résumé à Denis Vanier. Donc en 2e, 3e année, j'ai travaillé sur un article sur la poétique des fluides chez Denis Vanier. J'ai commencé à lire davantage autour. Bon, Lucien Francoeur, Patrick Straram, j'ai découvert Jean-Paul Daou. C'était dans quel département de l'université? Il a changé de nom. Au départ, c'était Études françaises et c'est devenu département de français plus tard. Ah ouais? Oui, parce qu'il y avait de plus en plus de cours de didactique du français et d'autres cours qui étaient davantage à l'intention des enseignants plutôt que des études littéraires à proprement parler. Après plusieurs années à avoir travaillé sur la contre-culture et avoir écrit plusieurs articles, contribué avec plusieurs personnes, je me suis retrouvé pendant 2 ans à Paris, où j'ai fait l'école normale supérieure et Paris 4 Sorbonne. Je me suis intéressé davantage au surréalisme à l'époque, mais ça m'a permis d'aller jouer Avec les marginaux. avec les marginaux, encore une fois, en effet, et d'aller voir un peu l'héritage surréaliste de la contre-culture, entre autres par les automatistes. Claude Gauvreau, qui a été une grande influence chez Denis Vanier. Et ça m'a forcé à arrêter de me concentrer sur un seul auteur. Donc après une année un peu hiatus où j'ai complété une maîtrise en linguistique, j'ai fait une demande de subvention pour entamer des études doctorales, et je suis entré par le fait même à l'université McGill pour travailler avec Michel Biron, spécialiste de littérature québécoise, s'il en est un à mon avis. On fait une pause à ce stade-là, j'ai plusieurs questions sur le passé. Oui. Bon. Comment es-tu rentré à l'école normale supérieure? Rue d'Ulm, n'est-ce pas? Oui, rue d'Ulm. Okay. Donc, quel cours tu as pris là? Donc, il existait un concours plutôt récent qui s'appelait la sélection internationale. Donc, sur sélection de dossiers, environ 200 à 300 dossiers par année, ils en invitaient une vingtaine
Ah oui. pour les examens à Paris. Donc c'était une semaine complète d'examens, épreuves écrites, des examens oraux. Est-ce que c'est le même examen que les... Pas le même, parce que comme on fait pas l'école préparatoire, apparemment en école préparatoire, on s'attend à ce que les gens apprennent des citations par cœur pour intégrer à la dissertation. Oui, la cagne. Alors que nous, quand on arrive à l'examen, on n'a aucune idée sur quoi va porter l'examen. Donc on arrive, on a une question qui est une question très ouverte. Parce que tout le monde vient d'un bagage tout à fait différent. Il y en a qui viennent du Brésil, l'Italie, Tunisie ou ailleurs. Donc j'ai répondu en utilisant mon bagage en littérature française et en littérature québécoise, et c'était pas un problème en soi. Tout était dans l'argumentaire, la façon de présenter, de répondre à la question, l'originalité de la démarche. Donc à ce concours-là, je me suis classé 3e. Sur combien? Sur les 20 qui avaient été autorisés, sur un peu plus de 200 dossiers. Ce qui m'a permis de prendre des cours, entre autres, avec Michel Murat, qui était mon superviseur à l'époque, et donc un des spécialistes du surréalisme. Beaucoup de mes cours portaient justement soit sur la poésie, donc entre autres des cours sur la poésie du 19e siècle, Mallarmé surtout. Oui, c'est lui qui nous donnait le cours, c'est lui qui a fait l'édition de la Pléiade de Mallarmé. Quel nom encore? Le nom m'échappe. La nouvelle édition ou l'ancienne? L'ancienne édition, mais c'était un individu hallucinant à observer, parce qu'au début du cours, il nous demandait sur quel poème on voulait travailler, et il pouvait le réciter par cœur. Et ensuite, on commençait l'analyse. C'était complètement hallucinant. Ça, c'était à Normal ou à la Sorbonne? Sorbonne. Okay. À Normal Sup, c'était beaucoup plus ouvert, donc j'ai pris des cours. J'étais en littérature générale avec une spécialisation en sciences cognitives, profil linguistique. Donc j'ai suivi des cours notamment avec Dominique Sportiche, qui est aussi professeur à Stanford. Et avec plusieurs autres spécialistes de linguistique. Donc j'ai joué sur plusieurs tableaux. C'était une façon un peu de me diversifier, parce que c'était pas le meilleur environnement pour étudier non plus en études québécoises. Je crois que j'avais plus de livres dans ma bibliothèque en études québécoises que ce qu'il y avait à la bibliothèque de la rue d'Ulm. Mais ça m'a aussi amené à travailler beaucoup plus avec des documents d'archives. Donc mon mémoire de M2 portait sur la revue Minotaure. Ah oui. Et ça m'a amené à aller fouiller à la Bibliothèque nationale de France pour retrouver des livres parfois très rares, comparer des publicités de différents magazines d'époque. Et c'est un peu... Est-ce que tu es familier avec Le Grand Jeu? Oui, que j'ai lu. Et donc j'ai joué avec plusieurs de ces petites revues-là. Et comme je connaissais déjà depuis le bac la revue Mainmise, parce que j'ai fait un travail, c'était dans un cours de sociologie des religions à l'Université d'Ottawa, et je m'étais intéressé à la représentation du religieux dans les 2 premières années de Mainmise. Donc ça avait été un de mes sujets plus tard dans un cours en littérature et médecine. Je me suis intéressé à leur représentation de la santé dans la revue Mainmise, entre autres, parce que c'était un périodique aisément accessible par le web, ce qui avait cet avantage. Par contre, au moment de commencer mon doctorat, le fait d'avoir travaillé beaucoup en archives à la Bibliothèque nationale de France m'a donné envie d'essayer de d'éplucher plein de revues d'époque. Donc, qu'on parle, Mainmise, mais Logos, Up to the Neck, Sauf qui peut, Le Voyage, Our Generation, News from Vietnam, Vietnam Report, et la liste est plutôt longue. Il y a eu plein de micro-publications qui parfois n'atteignaient pas vraiment leur public, qui parfois ne sont... Qui étaient situés à Montréal. Qui étaient situés à Montréal. Beaucoup de draft dodgers se sont installés dans le ghetto McGill. C'était en partie le début de l'aventure de Logos, qui était une conférence de Chomsky à l'Université McGill, et il a dit qu'il était important d'accueillir les gens qui fuyaient la guerre du Vietnam sous toutes ses formes, parce qu'il y avait des réfugiés vietnamiens qui arrivaient aussi au Canada. Il y a plusieurs organes de presse qui se sont créés. Et ce que j'ai observé m'a beaucoup plu sur plusieurs points de vue. Justement, dans la revue Mainmise, il parle souvent de la tribu. Dans Logos, The Tribe existe aussi. Et cette idée
de micro-sociétés qui communiquent entre elles m'a paru extrêmement intéressante. Sur quel point de vue là, tu as vu le fait que c'est sans technologie ou des technologies extrêmement rudimentaires ou un autre aspect, ou l'aspect collectif? L'aspect collectif, l'idée de vouloir créer quelque chose de différent ensemble, parce que toutes les revues, ben pas toutes nécessairement, mais beaucoup de revues ont cette ambition de vouloir changer les choses, de vouloir mettre une énergie qui parfois est complètement fulgurante. Si on regarde les premiers numéros de Mainmise, on parle de 200 pages tous les 2 ou 3 semaines, et c'est un rythme de publication effréné. Les éditions du jour, c'était similaire avec 2 lancements par semaine. Donc on crée au jour le jour et on travaille ensemble par le biais d'événements, d'activités collectives. Et j'ai trouvé ça complètement époustouflant et j'ai voulu un peu gratter cette surface-là puis voir qu'est-ce qui se cache en dessous, c'est quoi les mécanismes. Et c'est actuellement ce sur quoi je travaille. Ça y est, 11 minutes.